Bernard Anciaux, auteur du livre consacré à l'histoire du théâtre, le Théâtre Royal de Namur, 1824 jusqu'à 1994, historiographe. Monsieur, on est maintenant dans cette merveilleuse salle, une des plus belles salles de l'Europe. Quelle est la particularité de cette salle ? La particularité, c'est que c'est une salle à l'italienne à la française, c'est-à-dire qu'il y a quelques différences par rapport à l'origine des théâtres italiens. Alors le théâtre à l'italienne, c'est d'abord un théâtre du regard, c'est un théâtre de spectateurs où le premier spectacle se déroule dans la salle, puisque tout le monde voit tout le monde, on sait si madame a un nouveau chapeau, a une nouvelle robe, etc. Et d'ailleurs, une des caractéristiques qui n'existe plus malheureusement ici au Théâtre de Namur depuis 1948, quand on a rénové le théâtre, et la fragmentation des salles en loges. Et donc on peut considérer que chaque loge, c'est un petit théâtre en soi qui avait aussi ses règles. Est-ce que vous pouvez décrire un peu ce qu'on voit ici ? Ici, nous avons donc un théâtre avec une salle en fer à cheval, très richement décorée, où l'or est omniprésent. Et c'est ce qui fait la richesse d'un théâtre à l'italienne, c'est l'or, quelles que soient les périodes, parce que les théâtres italiens, c'est 3 siècles, et pendant ces 3 siècles-là, on a changé de couleur. Pendant le XVIIe et le XVIIIe siècle, c'était du blanc et or, du bleu et or, du vert et or, et à partir du XIXe siècle, un phénomène post-révolution, on est dans du rouge et or, et donc ici, on a un théâtre qui était construit en 1860, 62, 68, puisqu'il a brûlé à plusieurs reprises. Et donc, on est dans un théâtre en principe rouge et or, mais depuis la récente rénovation de 94, les architectes ont préféré mettre du bleu. Revenons dans l'histoire. Quand est-ce que cet théâtre est né ? Namur a fonctionné avec des représentations théâtrales, artistiques, dans différentes salles dans la ville, jusqu'en 1824. Nous n'étions pas encore belges à l'époque, nous étions hollandais en 1824. L'administration communale a donc décidé de créer un vrai théâtre où les spectacles auraient lieu. Et donc, ici où nous sommes, c'est l'emplacement d'un ancien couvent, comme quoi la reconversion entre un couvent et une salle de théâtre, c'est anachronique, mais c'est comme ça. Et donc, ce théâtre a fonctionné pendant quelques années, mais malheureusement, en 1860, il était complètement détruit par un incendie. Mais vu le succès et l'intérêt du public namurois, la ville a décidé de le reconstruire tout de suite, ce qui fut fait en 1861-62, mais alors en 1862, alors que nous étions à 1 mois ou 2 de la réouverture, le théâtre a à nouveau brûlé, les toitures ont été détruites et ça a retardé l'inauguration d'1 an. Et puis malheureusement, c'était une mauvaise période, en 1867, il est de nouveau brûlé et là il était reconstruit, grosso modo tel qu'on le connaît aujourd'hui, par un architecte spécialiste des théâtres à l'italienne. Maintenant, petite anecdote. Dans la presse catholique locale de Namur, il a été écrit à ce moment que le lieu étant tellement pervers, un théâtre est un lieu pervers, ne respectant pas les lois de Dieu, il a été puni par l'incendie. Si vous regardez maintenant l'architecture à l'extérieur, à quoi ça ressemble si on pense aux autres théâtres en Europe? Est-ce que vous connaissez des exemples qui sont proches ou pour donner une idée comment ça a l'air? La grande particularité du théâtre de Namur, c'est qu'il est isolé. La plupart des théâtres à l'italienne et des grands théâtres à l'italienne, je prends l'exemple du Liceo à Barcelone qui se trouve sur la Rambla, il y a des maisons à côté. Il est inséré dans un tissu urbain. Ce n'est pas le cas du théâtre de Namur qui est complètement isolé. Par contre, il y a des maisons proches, d'un côté comme de l'autre. C'est la raison pour laquelle l'architecte n'a soigné que la façade, que l'avant-corps. Le restant du bâtiment, c'est banal, ça n'a pas d'architecture. Et donc, dans un théâtre à l'italienne, il y a 3 parties distinctes. La première partie, l'accueil, avec généralement le foyer au-dessus. La deuxième partie, la salle. Et la troisième partie, la scène. Alors dans la scène, vous avez évidemment un dessous de scène, la scène et des dessus qui s'appellent les cintres. Et lors de la rénovation, on a augmenté la capacité de la cage de scène. C'est la raison pour laquelle, de l'extérieur, vous voyez une partie émergente de la toiture, c'est la cage de scène. Par rapport au public de l'époque, le peuple de Namur était quand même très spécial et très connaisseur par rapport à ce qui est l'art et bonne musique. Et c'était même une référence d'avoir du succès à Namur. Est-ce que vous pouvez en parler un peu ? C'est effectivement le cas. Donc c'est un théâtre lyrique.
Donc on a donné dans ce théâtre entre 1860 et même les années 80, 90, on a donné quasi tout le répertoire de l'opérette. L'opérette, c'est un art qui a été construit, qui a fonctionné pendant 150 ans. Donc on l'a donné quasi tout le répertoire ici. Et une particularité des Namurois, c'est qu'au 4e balcon, c'était les places les moins chères et c'était des places d'ouvriers, comme c'était des places bon marché, c'était des places d'ouvriers et c'était des fins connaisseurs. Ces gens-là arrivaient très tôt au théâtre, ils jouaient aux cartes. Et puis dès au que théâtre. Oui, ils jouaient aux cartes en attendant que le spectacle commence. Et puis une fois que le spectacle était commencé, c'était terminé. Et au mois d'octobre, on appelait ça les débuts. Alors les débuts, c'est quoi? C'est que chaque année, il y avait des comédiens, des chanteurs, des comédiens qui étaient engagés à l'année pour la saison. Et ils faisaient les débuts au mois d'octobre. Ça veut dire qu'en 1, 2, 3 spectacles, ils devaient démontrer leur talent au public. Et les spectateurs du dessus prêtaient l'oreille. Si ça ne marchait pas, ils continuaient à jouer aux cartes. Et un mois après, quand on prenait la décision, l'administration communale, mais aussi une délégation de chez eux aussi, on disait non, celui-là on ne le veut pas. Et donc il était expulsé, remplacé par quelqu'un d'autre. Et ceux qui convenaient, ils faisaient toute la saison. Et ces gens étaient des vrais mélomanes, des vrais connaisseurs. Ils connaissaient tout le répertoire. Ils chantaient avec les comédiens. Ils connaissaient tout le répertoire. C'était assez extraordinaire. Et c'était la plupart des ouvriers des verreries. Il y avait à l'époque des verreries qui occupaient plus de 1000 personnes, si pas plusieurs milliers de personnes. Et c'était surtout des gens des verreries qui, par ailleurs, avaient leur fanfare, avaient leur troupe de théâtre aussi. Donc c'est des gens qui, malgré leur qualité d'ouvrier, avaient une volonté d'approcher la culture, de s'intéresser à la culture, et étaient des fins connaisseurs, oui. C'est quand même extraordinaire. Qu'est-ce qu'il reste de cette mentalité et de cet amour pour les arts aujourd'hui à Namur? Est-ce que ça existe encore? Il reste pas grand-chose pour une raison simple, c'est que au fur et à mesure, dans la période contemporaine, des années 60, 70 et jusque maintenant, on a de plus en plus voyagé. Et donc, le public a eu l'occasion de découvrir des choses ailleurs. Et il est revenu ici à Namur avec des exigences qui étaient celles qu'il avait vues à Paris, à Barcelone, à Berlin. Donc voilà, c'est plus tout à fait la même chose. Et le théâtre, jusqu'en 1998, jusqu'à la rénovation, est ce qu'il est en tant que capacité de spectateurs, mais capacité de la scène aussi, ne permet pas d'accueillir des grands spectacles. On ne sait pas accueillir des grands spectacles d'opéra dans cette salle. Le cadre de scène fait 11 mètres sur 11, c'est petit. Un cadre de scène de salle d'opéra digne de ce nom, il fait 18-20 mètres. Donc ici, c'est pas possible. Donc, vous savez accueillir que des petits spectacles. Et les Namurois souhaitaient que le théâtre leur offre des spectacles de qualité, je répète, qu'ils ont vu dans des grandes villes, dans leur voyage à droite et à gauche, qui n'était pas possible, évidemment. Et donc, les choses ont changé. Et par rapport aux artistes qui ont passé par ici, vous avez sûrement eu un énorme nombre de grands artistes. Oui. Est-ce que vous connaissez peut-être des anecdotes ou des histoires des personnages qui ont passé par ici? Il y a plein d'artistes de variété qui sont passés, plein d'artistes de théâtre aussi. Même déjà à la fin du siècle dernier, puisque Madame Sarah Bernard est venue jouer la Dame aux Camélias dans ce théâtre. Et je pense savoir, pour les avoir approchés à différents moments, en tout cas dans la période contemporaine, entre 75, 80 et aujourd'hui, tous les artistes qui sont venus ici étaient totalement charmés par la qualité du lieu et évidemment par l'accueil. Il faut être relatif aussi par rapport à l'accueil. Si la salle est comble parce qu'un artiste est là, c'est parce qu'il aime bien. Et donc, forcément, l'accueil est chaleureux. Mais ils ont été extrêmement charmés de jouer dans une salle aussi extraordinaire. Quand vous voyez de la scène, que vous découvrez cette salle éclairée, là, c'est extraordinaire. C'est inspirant. C'est une grosse émotion. Oui, parce que c'est vraiment un aspect tout doré. Et je vois maintenant aussi, il y a des inscriptions sur le 3e balcon de Molière, de Mozart, de Weber, Rossini. C'est 5 personnages, oui là,
que ce soit Shakespeare, Weber, Mozart, Molière ou Rossini. Ce sont des gens qui représentent à eux cinq toute l'histoire des théâtres à l'italienne. L'histoire des théâtres italiens, c'est 3 siècles, 17e, 18e, 19e. On a encore construit quelques théâtres à l'italienne au 20e siècle. Le dernier, c'est le Phoenix Theatre de Londres. Mais grosso modo, c'est 17, 18, 19e siècle. Et ces personnages-là représentent l'art lyrique et dramatique des 3 siècles des théâtres à l'italienne.